de relance d'un secteur qui a son importance dans notre économie. Le ministre de tutelle, M. Alioune Sarr, est avec nous. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Omar. Je dois préciser que vous êtes également maire progressiste émergent. L'ambition est certainement encore plus forte. À ce jour, comment est-ce qu'on peut apprécier la dynamique de relance dont j'ai parlé tout à l'heure? Je vous remercie, Omar. Je voudrais tout d'abord saluer la RTS, saluer également l'ensemble de vos téléspectateurs. Dire simplement que le Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, qui est la vision du président Macky Sall, a décidé de mettre au Sénégal un hub aérien sous-régional de premier plan, mais également de faire du Sénégal une destination touristique de référence. Cela veut dire simplement que nous avons aujourd'hui une ambition extrêmement forte sur laquelle nos actions au niveau du ministère en charge du tourisme et du transport aérien sont adossées. Si nous regardons la situation aujourd'hui de l'état de ce hub aérien et le premier aéroport de l'espace UEMOA, avec 2 379 000 passagers en 2018, et déjà au 15 octobre 2019, nous sommes quasiment à plus de 1 923 000. Cela veut dire simplement que nous sommes dans une progression aujourd'hui extrêmement forte. En 2018, nous avions 9,7% de progression et en 2019, nous sommes autour de 6%. Si nous regardons Air Sénégal International, qui est notre compagnie nationale, qui fait la fierté de toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, en 2018, décembre 2018, la compagnie était à 13 000 passagers. Au 15 octobre, elle est à 271 000 passagers. Donc quasiment, on a multiplié par 20 le nombre de passagers de la compagnie nationale. Mais également, si nous regardons le nombre de mouvements de Air Sénégal, en décembre 2018, le nombre de mouvements était autour de 294. Là où je vous parle, nous sommes à plus de 3700 mouvements. Donc Air Sénégal aujourd'hui, le projet a été annoncé de construire 5 aéroports régionaux. La convention est signée et en 2020, 2 aéroports seront livrés, celui de Saint-Louis et celui de Matam-Ourossogui. Cela veut dire simplement que la construction du hub aérien est en marche. Si nous regardons sur le plan touristique, en regardant simplement l'indicateur des investissements, vous voyez une compagnie comme Club Med qui va investir 17 milliards au Cap Skirring. Vous avez également des clubs, des groupes comme Movenpick, comme Hayat, comme Hilton, mais également comme Fleur de Lys, faites par des Sénégalais et des Sénégalais, qui montrent simplement que le secteur aujourd'hui est assez dynamique. Enfin, si nous regardons la destination, la promotion de la destination, récemment nous avons été à Topresa, où justement vous avez vu que le secteur privé, dans son ensemble, s'est mobilisé pour la promotion de la destination sénégalaise. Topresa, j'en parlais, je devais en revenir, parce que pour l'élection du Sénégal au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, l'Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile également, il y avait des enjeux. Qu'est-ce que cela traduit justement, ces mouvements-là sur l'international? Oui, Omar, vous avez raison. Vous savez, le transport aérien est un secteur extrêmement dans une économie. Une étude de l'OCI a montré que chaque fois que le secteur transport aérien crée 100 emplois, c'est 600 autres emplois qui sont créés entre les services aux passagers qui sont dans les avions, les services aux aéroports, les services de navigation, mais également tous les services annexes, l'artisanat, la restauration, etc. Donc c'est un secteur multiplicateur. Et quand nous avons justement cette ambition forte, adossée au plan Sénégal émergent, de faire du Sénégal un hub aérien de rang mondial, le premier dans la sous-région, il est important justement l'Organisation mondiale du tourisme, qui est une organisation justement des Nations Unies, spécialisée, dont la mission c'est la promotion et le développement du tourisme en respectant les intérêts des pays. Et l'OACI, qui justement pilote les questions donc de l'aviation civile au niveau mondial, il était important que le Sénégal se positionne. C'est la raison pour laquelle, vous avez raison, notre pays a été élu justement au conseil exécutif de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, et nous avons été également à Montréal, où j'ai donné instruction à l'ANACIM, justement, que le Sénégal se positionne clairement pour intégrer les organisations décideurs dans ces deux ensembles, puisque tout simplement, c'est là que les grandes orientations sont faites. Si vous prenez aujourd'hui une organisation comme l'OMT, qui mobilise tous les idées, les investissements directs étrangers dans le secteur touristique, il est important que le Sénégal se positionne là-dessus. Et naturellement, il en est même aussi pour l'OACI. C'est la raison pour laquelle nous avons été extrêmement actifs. Et cette victoire du Sénégal, justement, au niveau de l'OMT, c'est d'abord une victoire du chef de l'État. Le Sénégal puisse être honoré à ce niveau. C'est nos ambassades à Madrid, mais c'est également à Moscou et l'ensemble des services du ministère en charge du tourisme. Oui. Concernant justement cette plateforme touristique dont vous parliez, concrètement, qu'est-ce que l'élection du Sénégal au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme va changer concrètement,
regardez les priorités qui sont justement alignées au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme mobilise l'ensemble des investisseurs dans le secteur touristique. Quand nous aurons fini justement de valider le plan stratégique du département de tourisme avec les chefs de l'État, nous irons justement avec l'OMT organiser un forum avec les investisseurs dans le secteur touristique qui vont justement investir dans les aménagements, investir dans le respect hôtelier, investir dans toute la chaîne de valeur touristique. Donc l'OMT nous aidera justement à mobiliser les investisseurs dans le secteur de ces 500 000 jeunes à former pour l'Afrique, puisqu'il faut rappeler quand même que le Sénégal y siège au nom de l'Afrique, mais également pour le Sénégal. L'OMT également a des projets à formuler pour justement la préservation des héritages culturels. Nous allons formuler prochainement un projet d'ailleurs concernant l'île de Gorée, pour justement la préservation de l'île de Gorée, mais aussi le delta du Saloum avec les sites mégalithiques où nous avons un problème de documentation. Avec mon collègue en charge de la culture, d'ailleurs, nous allons justement formuler des projets pour permettre justement à ce que notre pays puisse bénéficier donc de ces projets-là. L'OMT aussi travaille sur les innovations et les transformations digitales. Vous savez qu'aujourd'hui, le tourisme est un secteur fortement marqué par l'ingénierie digitale, la transformation digitale. Nous avons aujourd'hui de nouveaux intermédiaires qui agissent fortement dans la promotion des pays. Naturellement, c'est également des expériences que le Sénégal pourra utiliser pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique. Donc l'OMT vraiment sur les marchés, sur les orientations du secteur. L'OMT est également une source extrêmement intéressante. Prenez par exemple le tourisme médical. L'OMT nous enseigne qu'en 2016, c'était à peu près 65 milliards de dollars le tourisme médical. En 2021, ça sera 125 milliards de dollars, dont la cardiologie est dans un secteur prioritaire. Donc ça veut dire simplement que notre pays, justement, dans la stratégie de construction donc, du hub médical à Dakar, peut également se positionner sur ces éléments d'information de l'OMT pour construire des structures extrêmement fortes. 125 milliards de dollars, je pense que nous avons également des atouts. C'est un positionnement important quoi, qui aura son impact dans le développement du tourisme au Sénégal. C'est là où la décision se prend, donc naturellement, elle sera extrêmement intéressante pour notre pays. D'accord. L'objectif, on va le rappeler, était d'arriver à 3 millions de touristes. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un peu plus de 2 millions. Avec tout ce que vous venez de 2018. Donc naturellement, c'est à notre portée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans notre plan d'action 2019-2020, nous avons ciblé les principaux marchés émetteurs du tourisme européen. C'est l'Allemagne qui est le premier marché émetteur européen, sur lequel nous sommes malheureusement absents. C'est l'Angleterre qui est le deuxième marché émetteur, sur lequel malheureusement nous sommes encore absents. C'est renforcer également nos positions en France, qui fait 47,5% de nos parts de marché. C'est la raison pour laquelle nous avons été à top présent. Mais c'est aussi l'Espagne, qui est le quatrième marché émetteur. Donc, les principaux marchés émetteurs européens, nous allons consolider justement nos positions et gagner des parts de marché. C'est également un pays comme la Chine, où le Sénégal a été identifié comme faisant partie des pays justement à destination touristique. Naturellement, c'est également nous positionner dans ce marché-là. Mais c'est aussi le marché africain, avec Air Sénégal qui va justement démarrer à partir du 27 octobre le hub aérien sous-régional jusqu'au Nigeria. C'est aussi faire la promotion de la destination et l'ASPT, de commencer à travailler justement sur ces marchés-là. Donc, nous avons donc vraiment une stratégie extrêmement précise pour atteindre ces 3 millions de touristes et qui sont largement à nos portées. Oui. Mais la place maintenant du national, du touriste, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler touriste, mais en tout cas des nationaux dans cette stratégie-là. Parce qu'on se rappelle, on avait parlé un peu d'une campagne appelant peut-être les nationaux à tenir compte, à faire leurs vacances au Sénégal, à en tout cas tirer profit des potentiels qu'il y a au Sénégal. Quelle est la place des nationaux dans cette stratégie-là? Vous me rappelez déjà que les réceptifs hôteliers au Sénégal nous informent que la moitié de leur accueil sont faits par des Sénégalaises et des Sénégalais. Un groupe comme Fram nous dit que la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé par les nationaux. Vous allez aujourd'hui au déclenche, on va dire, une expansion touristique dans un pays. C'est 3 choses principalement. C'est le développement de l'aérien, c'est le développement d'une classe moyenne, mais c'est également le digital. Or aujourd'hui, si vous regardez l'économie sénégalaise, ces 4 dernières années, c'est plus de 6% de croissance. Donc cela veut dire que nous avons aujourd'hui une classe moyenne qui se construit au Sénégal. Air Sénégal qui va justement faire une desserte intérieure qui sera alignée sur le PRAS avec les constructions des aéroports régionaux. J'ai parlé de Saint-Louis, c'est Matam Ourossogui, c'est également Ziguinchor, c'est Kédougou, c'est Tambacounda. Donc ces 3 éléments combinés, Air Sénégal pour l'intérieur, les aéroports régionaux construits, mais également cette classe moyenne qui se développe au Sénégal, naturellement, c'est ça qui va amplifier le niveau du tourisme intérieur qui est non négligeable, qui joue un rôle extrêmement important dans l'économie. Évidemment, pour les étrangers, la suppression du visa était pour relancer le secteur. Moi, je voudrais, au nom du chef de l'État, rassurer les professionnels de la chaîne de valeur touristique. Le chef de l'État le rappelle qu'il a choisi le tourisme comme étant un des piliers du plan Sénégal émergent. Sur les 7 moteurs qui structurent le hub régional multiservice, le tourisme y figure avec le transport aérien.
il a fait des investissements extrêmement importants pour renforcer le secteur touristique. Informer le secteur privé qu'à ce jour, le gouvernement du Sénégal n'a pris aucune décision concernant l'instauration du visa. Évidemment, les questions de sécurité et de défense sont des ressorts exclusifs du chef de l'État. Il peut, en fonction des informations qu'il aura à sa disposition, décider à un moment donné de mettre en place au Sénégal un mécanisme de protection supplémentaire. Mais en ce moment-là, comme il le fait avec tous les secteurs, il associera le secteur touristique justement, à fait avec d'autres secteurs. Je rappelle, Oumar, si vous prenez aujourd'hui le secteur de l'aviculture, l'industrie avicole, c'est par un mécanisme de protection mis en place par le président Macky Sall qu'aujourd'hui nous avons des champions comme la CEDIMA, qui aujourd'hui sont en train de développer des franchises comme CFC. C'est également avec ces mécanismes-là que nous avons aujourd'hui dans l'industrie horticole une exportation de 120 000 tonnes qui se font aujourd'hui au Sénégal. C'est également par le même mécanisme que nous avons aussi la protection des industries de la sucrerie. C'est également la même chose que nous avons aussi dans la farine. Donc nous avons un mécanisme qui est constant d'accompagner le secteur privé et cette concertation, cette démarche inclusive sur le secteur privé naturellement ne fera pas défaut dans le secteur touristique. Et le chef d'État m'a chargé justement de dire au secteur privé, en tous les cas de figure. Justement, c'est une question de sécurité nationale. Je veux dire, le tourisme même gagnerait dans ce débat-là, parce que évidemment, un tourisme performant suppose de la sécurité intérieure. Absolument. Le tourisme a, on va dire, deux piliers sur lesquels il s'appuie. C'est la sécurité, mais également la salubrité. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment profiter de cette antenne également pour remercier le ministre de l'Intérieur, puisqu'il nous a permis justement de renforcer le commissariat spécial au tourisme, où nous avons aujourd'hui plus de 70 éléments de police qui justement assurent la sécurité des touristes au Lac Rose, mais également partout au Sénégal. Nous allons continuer à le renforcer. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le chef d'État a prévu justement de discuter avec le secteur privé touristique, en prenant en compte leurs préoccupations. Rappelez-vous, Oumar, en 2015, c'est le président Macky Sall qui a instauré, qui a créé le crédit hôtelier. Plus de 5 milliards pour accompagner, qui n'a jamais fait défaut. Et naturellement, je voulais vraiment rassurer le secteur privé, leur dire simplement que le gouvernement est à leur écoute, le gouvernement va les accompagner et naturellement en tenant compte de leur réalité, puisque le tourisme est un secteur également qui a besoin de prévisibilité, qui a besoin également d'anticipation, puisque les produits touristiques sont vendus 1 an à l'avance, soit 2 ans à l'avance, donc toutes ces questions-là seront prises en charge. Mais je voudrais simplement encore une fois leur dire que le premier supporter, c'est le président Macky Sall qui a instauré le tourisme. Mais c'est quoi le problème? C'est des craintes de voir oui, quand j'ai rencontré avec les visas, c'est... Non, puisque tout simplement, Oumar, en 2015, oui, quand le président Macky Sall a supprimé les visas, c'est parce que le secteur touristique était handicapé par la façon dont les visas ont été délivrés. Et donc c'est pourquoi je dis justement dans cet échange-là, il faudra tirer les enseignements également du passé. C'est ça. Parce qu'il faut aujourd'hui savoir, supérieur de tourisme, qui est un cadre de réflexion, qui pourra à un moment donné faire une réflexion, faire des analyses pour justement les mettre à la disposition du chef de l'État. L'instauration, le retour du visa ne peut pas avoir un impact négatif, non? Oui, mais vous savez, toutes ces questions-là, Oumar, le gouvernement du Sénégal a quand même des instruments pour faire ces analyses d'impact. Nous avons au ministère de l'économie et des finances un service qui s'appelle comme le CEPOD, qui est capable justement de nous donner l'ensemble des études. Vous savez, quand le Sénégal se présentait, enfin, voulait soumettre sa candidature au secrétariat de la ZLECAF, oui, une étude a été faite par le ministère de l'économie et des finances, qui a montré de manière extrêmement précise, jusqu'au niveau des billets d'avion, l'impact. Le chef d'État, le moment venu, justement, adressera cette demande au service du ministère de l'économie et des finances, qui feront les analyses qu'il faut et qui nous donneront la meilleure information, puisqu'il faut savoir, comme je l'ai dit toujours, que le secteur privé et la création de la croissance, l'impact, même si c'est de 0,1%, aura un impact sur notre croissance. Donc il faudra donc justement donner le temps à l'ensemble des services de l'État pour fournir justement le maximum d'éléments qui permettent à notre pays d'être un pays gagnant en fin de compte. D'accord, on a bien compris. La question du visa sera donc discutée. Le moment venu sera discuté avec un conseil des ministres, mais également aussi avec tous les acteurs. Et je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou. Je pense que l'intérêt du Sénégal, quand il est en jeu, et je crois que nous voyons clairement que nous allons entrer dans une nouvelle ère économique avec le gaz et le pétrole, avec énormément d'opportunités, mais aussi avec des menaces. Et je pense que nous avons besoin justement de consolider l'ensemble de nos efforts, d'une extrême forte sécurité, mais également de mobilisation autour de celui en qui les Sénégalais ont déposé ses suffrages, qui est le chef de l'État, pour justement traverser ce moment. Et je crois que le tourisme, comme les autres secteurs, seront ambition. Omar, nous avons au Sénégal 919 à peu près établissements d'hébergement touristique, au sens large, dont les hôtels, les auberges, les appartements hôtels, etc. À peu près, nous avons autour de 509 hôtels. Vous savez que récemment, j'ai conduit une mission de classement des établissements d'hébergement touristique, où nous avons justement identifié le déficit que nous avons
en hôtel 5 étoiles, 4 étoiles, mais également en 3 étoiles. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai instruit à la SAPCO de réunir prochainement l'ensemble du secteur privé national, investisseurs, pour leur présenter les sites d'aménagement, pour que, justement, le secteur privé national puisse dire au gouvernement, à Pointe-Sarène, ça sera aussi aller à la rencontre des investisseurs internationaux. Et là, l'Organisation mondiale du tourisme est prête justement à nous accompagner pour la mobilisation des investisseurs au niveau mondial, pour justement attirer ceux-là qui souhaitent justement investir au Sénégal. Déjà, nous avons un certain nombre d'investisseurs en Espagne qui sont prêts. À Paris, j'ai rencontré le MEDEF international qui va également recevoir l'équipe du ministère en charge du tourisme pour la présentation de ces projets, pour justement mobiliser les investisseurs français qui souhaitent investir dans le secteur touristique. Donc cela veut dire simplement que nous sommes aujourd'hui dans une démarche extrêmement importante. Mais au-delà justement de ces actions en cours, nous avons déjà des projets qui sont en cours d'être réalisés. C'est Movenpick, c'est Hayat, c'est Hilton. Mais aussi c'est des Sénégalais qui sont en train d'investir. Quelqu'un comme MSN est en train de faire un travail remarquable au niveau des fleurs de lys. C'est aussi des investissements qui sont en cours au niveau de Fram. Donc nous sommes dans un mouvement important justement, c'est le Sommet Chine Afrique. Donc le Sénégal aujourd'hui dans ce qu'on appelle le MAIS, le tourisme d'affaires, a des atouts extrêmement importants. Ouais. Avec ce que nous avons à Diamniadio, le centre des expositions internationales, le CICAD, Dakar Arena, le marché international. Donc toutes ces infrastructures qui sont mises à la disposition justement du secteur économique en général, mais du secteur touristique en particulier, concourent justement au développement touristique. Donc ça appelle justement en termes d'accompagnement l'augmentation du nombre de réceptifs. Absolument, absolument. Vous parlez tout à l'heure de 500, un peu plus de 500. Oui, absolument. Un peu plus de 500. Donc, ouais. Vous savez, nous sommes après, ça nous fait à peu près 19 000. Oui, nous sommes après 19 000 chambres, autour de 38 000 lits aujourd'hui au Sénégal. Ouais. Nous pouvons justement le renforcer et naturellement, ce sont ces défis. C'est la raison pour laquelle justement, j'ai dit que le crédit hôtelier, parce que vous savez, Omar, le tourisme c'est sur 3 piliers. D'abord, les pôles que nous avons, les 6 pôles que nous avons au Sénégal. Mais c'est également la réhabilitation, la requalification des sites existants. Saly, Cap Skirring, Saint-Louis. Mais aussi tout ce que nous faisons en train de faire sur l'aérien et sur le développement du tourisme de service à Dakar. Dakar en tant que service, en tant que capitale, mais également en tant que centre de service international, tourisme d'affaires, mais aussi le tourisme médical, tourisme également universitaire. Dakar, justement, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas assez de réceptifs de haut standing, à part 2 ou 3. Oui, nous avons aujourd'hui à Dakar autour de 5 hôtels qui sont donc niveau 5 étoiles, mais je pense que nous pouvons également renforcer justement cela. Et c'est à travers justement ces 2 piliers que j'ai évoqués. D'abord, au niveau intérieur, mobiliser le secteur privé national, mais aussi au niveau interne, quand même du tourisme d'affaires, du business, mais aussi dans tout ce qui est autour du service. N'oubliez pas que l'enseignement supérieur est un secteur important de provider de tourisme, puisque vous avez également ce secteur-là qui est extrêmement important. Donc je crois qu'il faut vraiment s'en féliciter et naturellement accompagner le secteur privé national dans le développement touristique. Les acteurs du tourisme, justement, se plaignaient de beaucoup de choses, parmi lesquelles l'érosion côtière, etc. En tout cas, les problèmes d'environnement qui menaçaient un peu les réceptifs. Je veux citer le cas de Saly, par exemple. À ce niveau-là, est-ce que vous avez réglé le problème ou il reste toujours des choses à faire? Vous savez qu'il y a un chantier qui est en cours à Saly de près de 37 milliards pour la justement rénovation des plages de Saly. C'est un projet que le gouvernement du Sénégal a réalisé avec l'accompagnement de la Atopresa, où justement nous avons des investisseurs qui avaient quitté le secteur du tourisme à Saly, qui vont revenir justement à cause de ça. Donc il y a un travail extrêmement important qui a été fait, et c'est pour moi vraiment l'occasion, encore une fois de plus, de remercier l'APIX qui pilote ce travail sur le plan de l'organisation, mais aussi tous les acteurs qui y travaillent. Très bien. Ça bouge aussi dans les transports aériens, à l'image d'Air Sénégal International, dont vous parliez tout à l'heure. Le nouvel appareil est attendu à 330 dans les prochains jours. D'autres destinations seront desservies en Afrique et en Europe. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Que la compagnie a définitivement pris son envol? Oui, Omar, on peut le dire. Aujourd'hui, vous voyez Air Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, en 2018, passagers par mois. Nous atteindrons avec le hub aérien près de 400 000 passagers par an. C'est de nouvelles lignes au niveau de l'Europe, et le directeur général l'expliquera prochainement au niveau des médias. C'est aussi des lignes comme Genève, comme Londres, comme Marseille, comme Barcelone, qui seront ouvertes et qui permettront justement de connecter le Sénégal aux principaux marchés émetteurs mondiaux. Mais c'est aussi la ligne Dakar-Washington, qui va également être ouverte, qui permettra justement non seulement de faciliter le déplacement
des hommes d'affaires, mais aussi des responsables, mais aussi développer l'activité économique des échanges entre les Sénégalais et les États-Unis, mais également le tourisme. Et pourquoi pas Dakar, New York? Parce que certains le disaient, il y a beaucoup plus de dynamisme sur cette ligne. En fait, c'est Dakar économique, c'est également un signe extrêmement positif. Et surtout, insister sur le fait justement que le transport aérien a un effet multiplicateur dans l'économie. Et donc, naturellement, avec Air Sénégal dans un envol qui est extrêmement positif pour le Sénégal, extrêmement positif pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Et il y a évidemment des perspectives pour tirer les leçons du passé, parce qu'on sait que, évidemment, ce n'est pas une première expérience. Mais ici, est-ce qu'on a la garantie que, véritablement, cette fois, c'est la bonne? Oui, Omar, vous savez, il faut toujours être vigilant en matière de business et de compagnie aérienne notamment. C'est un secteur concurrentiel. Mais Air Sénégal s'appuie sur un socle extrêmement solide. Nous avons d'abord un hub aérien qui est construit. D'abord un aéroport international qui est Blaise Diagne, qui est un aéroport de rang mondial. Certifié par l'OAS. Ce qui lui permet aujourd'hui, en son nom, d'aller dans n'importe quelle capitale européenne. Deuxième élément sur ce hub aérien, ce sont les aéroports régionaux. 13 aéroports régionaux seront construits par le gouvernement sous l'institution du président Macky Sall, qui permettra justement à Sénégal d'avoir une compagnie, un aéroport international de rang mondial, des aéroports régionaux, donc ça veut dire également le trafic intérieur sera renforcé, donc ça veut dire également des parts de marché extrêmement améliorées. Donc, avoir ce socle aérien, hub aérien important, aéroport international, premier au niveau de l'UEMOA, aéroports régionaux, et une compagnie également qui a acquis les avions les plus modernes, c'est les A330 Neo. Donc je crois que la compagnie est dans une très bonne tendance, et naturellement, je lance un appel justement à plus de mobilisation des acteurs, mais également à plus d'engagement sénégal, pour que justement la destination de Paris et de l'Europe, qu'on puisse privilégier Air Sénégal. Donc ça veut dire simplement que la compagnie est dans une très bonne dynamique. C'est une bonne chose pour l'économie nationale, puisque au-delà du tourisme, qui comme vous le savez est un secteur qui s'appuie fortement sur le transport aérien, c'est également pour l'investissement. Aujourd'hui, l'expérience a montré que les pays qui disposent justement de dessertes aériennes assumées, ce sont les pays où les investisseurs ont tendance à se déplacer et à aller investir. Donc c'est également quelque chose de très positif pour l'économie nationale. Et donc je voudrais vraiment encore une fois, au nom du chef de l'État, féliciter l'équipe de Air Sénégal, au premier rang duquel le directeur général, mais aussi les appeler encore à plus d'engagement, à plus de professionnalisme, à plus de vigilance, puisque la compagnie est encore jeune. Elle n'a démarré que depuis 1 an et demi, et donc naturellement il faut l'accompagner dans un monde de compétition, dans un monde de concurrence, pour atteindre cet objectif d'en faire rien interne va certainement être banalisé. Mais absolument, Omar, ça permet... Et les coûts peut-être accessibles. Absolument, parce que, absolument. Voilà, absolument, puisque vous savez, quand on va ouvrir l'aéroport de Kédougou ou de Tambacounda, ça permettra aux Sénégalais d'aller découvrir les merveilles de Dindéfelo, où vous avez vraiment des sites extrêmement belles au niveau donc, de ces régions-là. C'est la même chose au Tambacounda. Mais non seulement ça facilite la circulation des personnes et des biens, mais ça développe l'économie et ça développe justement cette connaissance intérieure. Parce que vous savez, en fin de compte, le tourisme, ce n'est pas seulement un acte de loisir, mais c'est aussi une rencontre entre des peuples, un échange entre des cultures. Or, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde... Les pays qui sont forts sont les pays qui arrivent à donner, à recevoir, comme disait le grand poète, le président Léopold Sédar Senghor. Donc je crois que le transport aérien va beaucoup aider le secteur touristique. Et je rappelle que, en son sein, mais également la culture du Sénégal avec les principaux marchés émetteurs mondiaux, et c'est quelque chose de très positif pour notre pays. Avant de passer aux questions liées à votre statut d'élu, on va peut-être vous entendre sur cette démarche qu'on constate ces derniers temps, les activités que vous menez avec votre collègue de la culture. C'est quoi le mobile? Omar, vous savez que le tourisme est un secteur transversal, donc qui demande une certaine agilité stratégique. Cela veut dire simplement que le secteur touristique doit être en mesure justement d'aller mutualiser ses efforts avec les autres départements ministériels. C'est le cas de la culture. Le tourisme culturel est un des éléments emblématiques de la promotion de la destination Sénégal. L'île de Gorée, Saint-Louis, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi le job avec qui justement nous faisons ce travail. Mais c'est aussi avec le ministère des Sports. Récemment, vous avez vu donc que le ministère des Sports justement nous a permis de signer cette convention avec la Fédération sénégalaise de football pour que Air Sénégal soit son transporteur officiel, pour que justement l'ensemble des déplacements de l'équipe nationale soient faits par Air Sénégal. C'est fait? C'est fait. Cette convention a été signée et justement le sélectionneur national LCC a été également désigné ambassadeur d'honneur de la destination Sénégal. Ça lui permettra justement de mobiliser ses réseaux. Mais ne serait-ce que les footballeurs sénégalais, si on les mobilise justement à vendre la destination Sénégal, ça, je pense que tout le monde sait que le sport, en particulier le football, peut atteindre des cibles que les politiques peuvent difficilement atteindre. Donc, nous sommes vraiment dans cette dynamique
avec l'accord du chef de l'État, de pouvoir justement nous lier avec les autres départements ministériels. D'accord. Sport, culture, mais prochainement nous allons également le faire avec le ministère des sites touristiques. Nous le ferons également avec d'autres ministères et donc naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur transversal qui nécessite justement de travailler avec les autres ministères sectoriels. On a bien compris. Le président de la République a réuni récemment les élus autour de du thème de la territorialisation des politiques publiques. En tant que maire de Noto Diobass, comment est-ce que vous comptez traduire ces résultats chez vous? C'est une excellente nouvelle. Moi, en tant que maire, je note simplement deux grandes actions phares qui ont été prises par le chef de l'État justement lors de ce forum. Tout d'abord, l'instauration du PACASEN rural, le programme d'appui aux communes et aux agglomérations, qui permettra justement d'augmenter la capacité de financement des communes, mais aussi leur capacité d'investissement. Vous savez, augmenter cette capacité d'investissement donc des communes, mais aussi améliorer l'attractivité des communes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de compétition des territoires. C'est vrai, on regarde seulement le volet national, mais les territoires communaux sont également appelés aussi à faire une compétition entre elles, pour justement attirer les investisseurs, puisque, in fine, le citoyen, il vit où, Omar? Il vit dans les communes. L'investissement, il se fait où? Il se fait dans les communes. Donc, je crois que c'est un point extrêmement positif. Le deuxième point qui a été abordé par le chef de l'État durant ce forum, c'est la décentralisation du BCI. Je crois qu'il est tout à fait normal que les communes, justement, puissent s'occuper de la construction des salles de classe, des cases de santé, des infrastructures de base. D'abord parce que ça permet justement, ils sont au plus proche justement de la réalité, mais aussi ça leur permet également de faire travailler les artisans locaux. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très positif, efficace et le plus d'impact au niveau des citoyens. C'est des réalités que vous vivez chez vous, au contact avec, je veux dire, les populations et le terrain. Évidemment, c'est vrai, vous demandez à l'État de vous laisser faire ceci ou cela, mais vous n'attendez pas quand même l'État. Non, heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que si les communes attendaient justement tout du budget de fonctionnement et du fonds de concours, naturellement, les communes n'auraient pas fait grand-chose. Mais je crois qu'il faut vraiment renforcer cela, renforcer justement les capacités de financement des communes, puisque voilà, l'État peut toujours surveiller à travers justement le commandement territorial, à travers un certain nombre d'instruments, mais je pense qu'il faut délocaliser le maximum de ressources justement sur certaines compétences pour permettre justement aux communes de pouvoir être plus efficaces. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est cherché? C'est que le citoyen soit mieux traité, que le citoyen ait plus de bonheur dans les politiques publiques. Et au plan agricole, etc., la commune tire bien profit de cela. Oui, vous savez, nous avons lancé à Noto des fermes agricoles. Aujourd'hui, Noto exporte par exemple de l'oignon vers les Pays-Bas, vers la Belgique. Mais ça, ce sont des privés qui le font avec les populations locales. Noto également a produit aussi des produits dans des fermes Natangé avec l'ANIDA. Et donc, effectivement, nous sommes une commune assez bien engagée dans le centre de développement. Nous avons, par exemple, lors de la construction de l'autoroute Ila-Touba, signé une convention avec le ministère en charge des infrastructures et CRBC, qui a fait justement que nous avons pu construire un certain nombre de pistes d'accès au niveau de la commune. Donc, je crois que ces investissements-là, ces accompagnements-là sont tout à fait nécessaires pour le développement des communes au Sénégal. D'accord. En politique, on a récemment entendu le président Moustapha Niasse, votre leader, le patron de l'AFP, magnifier la dynamique d'apaisement en cours dans le pays. C'est certainement votre avis. Du climat social et politique, mais surtout de mobiliser les Sénégalais et les Sénégalais autour de l'essentiel. Je l'ai dit à l'entente de mon propos, Omar, je pense que le Sénégal, il faut bien prendre conscience d'une chose. Notre pays, justement, va entrer dans une ère souhaitée, qui est une ère de l'économie du pétrole et du gaz. Une ère pleine d'opportunités, mais également avec quelques menaces. Et les premières menaces, d'abord, c'est nous-mêmes. Si nous ne sommes pas dans une cohésion totale, dans une fusion, j'allais dire même organique, si le Sénégal ne fait pas bloc autour de celui que les Sénégalais ont choisi, naturellement, on peut avoir des difficultés. Et je crois que le fait d'avoir justement l'ensemble des forces vives de la nation se mobiliser autour d'une retrouvaille me paraît quelque chose d'extrêmement positif. On le rappelle, c'est à la faveur des retrouvailles entre l'ancien président Abdoulaye Wade et de la majorité. Non, d'abord permettez-moi d'abord de rappeler le lieu justement de ces retrouvailles. Massalikul Jinna, qui est justement un lieu symbole. Et je voudrais, si vous le permettez, vraiment me féliciter justement de cet honneur qu'a notre pays d'abriter un ouvrage aussi prestigieux sur le plan de la symbolique, mais également sur le plan architectural. Et qui est aussi pour le ministère en charge du tourisme et du transport aérien un attrait touristique pour justement faire la promotion des hommes, des grands hommes du Sénégal, mais aussi de la beauté de notre pays. Je voudrais également féliciter et remercier le Khalife général des Mourides, Seydi Mountakha Mbacké, à qui nous souhaitons longue vie et bonne santé, qui a justement eu cette vision, mais également ce rôle catalyseur
de réunir justement l'ancien chef d'État, le président Abdoulaye Wade, et également le président Macky Sall. Et rappeler simplement l'ancien chef d'État, mais aussi avec les autres citoyens sénégalais, pour justement consolider une base, un consensus fort autour de sa personne pour l'intérêt du Sénégal. Et je crois que c'est un signal qui est extrêmement positif envoyé à la classe politique, mais envoyé à toute la nation, pour dire simplement que les Sénégalaises et les Sénégalais ont le devoir de s'unir, même dans une différence quelconque, mais de s'unir pour justement atteindre l'essentiel qui est aujourd'hui de préserver les intérêts de notre pays. Et donc, évidemment, pour l'AFP, c'est quelque chose de tout à fait positif, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le président Moustapha Niasse l'a rappelé. Notre positionnement, justement, dans Benno Bokk Yakaar, naturellement, elle est forte, puisque l'AFP est membre fondateur de la coalition Benno Bokk Yakaar. Rappelez également, Omar, que Benno Bokk Yakaar, c'est la plus longue coalition dans l'histoire politique du Sénégal. Et si elle a tenu aussi longtemps dans la gouvernance, mais également dans les vies, pour féliciter le président Macky Sall, puisqu'il a du respect pour ses partenaires, pour ses alliés. Vous savez, au Sénégal, ces coalitions-là, pour qu'elles soient solides, ont besoin de respect des uns et des autres. Ce n'est pas des considérations économiques ni financières, mais c'est des considérations basées sur des valeurs. Et donc si Benno Bokk Yakaar a pu justement être résilient, faire face à tous les chocs exogènes, que ce soit pendant les élections, mais également pendant la gouvernance, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Des coalitions comme celle-là ont parfois des difficultés, mais on arrive à les surmonter, c'est parce qu'il y a des valeurs qui les structurent. Et je crois que c'est un exemple qui peut être enseigné pour le futur, pour la postérité. Donc l'AFP, naturellement, considère qu'au Sénégal, du fait de la fragmentation de l'électorat, il n'y a que les coalitions pour non seulement gagner des élections, mais également gouverner le pays. Mais au-delà des coalitions, nous devons également pouvoir être capables de mobiliser les citoyens. Au-delà justement des partis politiques, il faut le faire même avec les citoyens qui ne sont pas dans les partis politiques, puisque le Sénégal justement vaut bien ce chantier. Donc vraiment, moi je voulais me féliciter de cela et réitérer encore une fois l'ancrage de l'AFP dans la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt des valeurs communes que nous partageons. Avez-vous un commentaire en tant que politique sur cette histoire de réhabilitation de Karim Wade, entre guillemets? Non, moi je me remets à ce que le ministère des Affaires étrangères a dit, naturellement que le Sénégal en aucun moment n'a justement posé cette question de réhabilitation de qui que ce soit, mais simplement dire en tant que citoyen, je crois que si un Sénégalais considère qu'il a été victime d'injustice, il y a des juridictions compétentes au Sénégal vers qui naturellement il faudra aller et poser cela. Je ne pense pas que le Sénégal aujourd'hui a des difficultés pour justement de réhabilitation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, maire de Notto Diobass, maire membre responsable de haut rang au niveau de l'Alliance des Forces de Progrès. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, à vous d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.